On va parler un petit peu des étapes nécessaires, notamment quand on travaille dans le B2B, quand on a des produits complexes, ce qui est recommandé. Alors juste avant, pour se présenter un petit peu, donc, je vais présenter Ibexa juste après. En tout cas, je fais partie du management d'Ibexa. Et donc, je suis ravi, je travaille depuis 20 ans dans l'univers du digital et notamment dans le B2B. Et donc, ravi d'être avec vous. Et je suis accompagné de Roland, qui est un de nos partenaires. Bonjour à tous, donc je suis Roland Cochaquian, je suis directeur pour la France de l'entité Expérience et Design au sein de SQLI France. Expérience et Design, c'est quoi? C'est une cinquantaine de talents qui œuvrent sur deux grands métiers que sont à la fois la création et le conseil en transformation digitale pour des clients issus de tout type de secteur d'activité. Alors, je suis très content d'être ici avec Roland. Je vais vous expliquer un peu le contexte, donc rapidement. Ibexa, c'est qui, c'est quoi? En fait, on est des éditeurs de logiciels. Et en fait, on édite un logiciel de DXP. Je vais vous expliquer juste après. Vous connaissez peut-être ce que c'est un CMS, WordPress. Un DXP, voilà, c'est un CMS++ qui va permettre de driver en fait toute votre transformation digitale sur plein de sujets, que ce soit la partie contenu, page, site web, jusqu'à la partie e-commerce. Et en fait, nous, on est éditeur et on s'appuie sur des intégrateurs, les meilleurs en France et en Europe. Et vous avez à côté de moi, en fait, Roland, qui est un des managers, en tout cas d'SQLI, qui est sûrement une des meilleures agences en France pour driver des projets. Et Roland est particulièrement voilà, sur la partie conseil. Et donc souvent, les clients, avant de lancer un grand projet quelque part digital, ont besoin de conseils. Et Roland, tu travailles principalement sur cette partie-là. Oui, c'est vrai que les phases de cadrage, de définition stratégique, voire même de la démarche qui consiste un petit peu à identifier la big ID créative qui va permettre de poser les fondations, l'identité, la promesse relationnelle d'une nouvelle marque et la façon dont on va être décliné en termes de stratégie digitale, qu'on soit sur une optique e-commerce ou non, elle fait partie fondamentalement de notre philosophie de travail et de nos métiers. Alors, Ibexa, rapidement, voyez un petit peu quel est notre univers concurrentiel. Donc, tout à l'heure, je citais WordPress, mais en fait, WordPress, c'est bien pour un petit site, mais dès qu'on va aller sur, quelque part, une volonté d'industrialisation avec 50 sites, 100 sites, international, etc., on n'est plus dans les mêmes acteurs. Et là, vous voyez un petit peu ce que cite Gartner. Et Ibexa fait partie à la fois des petits poussés, mais ceux qui sont les mieux placés en termes de satisfaction client. Ça, c'est pour vous donner une idée un petit peu de nos concurrents. Alors, pour vous donner une idée plus précise de ce qu'on fait, en tant qu'éditeur, eh ben, on a beaucoup de clients en France et à l'étranger qui vont utiliser nos technologies en fait, pour réaliser son site web, pour réaliser sa présence en ligne et quelque part se digitaliser. Là, vous avez un exemple récemment mis en ligne, Bellambra. Vous allez réserver Bellambra, vous allez voir comment le site est rapide, comment il est efficace en termes de SEO. Ça, derrière, en fait, c'est Ibexa qui est utilisé. Ministère de la Culture, pareil, un autre site, c'est Ibexa qui est utilisé. Ici, Aven, qui fait partie du groupe Pierre Fabre. Pierre Fabre utilise notre technologie. Ils ont une centaine de sites et tous les 15 jours, ils mettent en ligne un nouveau site. Alors, je peux lister voilà, on travaille énormément dans le B2B et c'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Mais sinon, Borussia Dortmund, pour ceux qui aiment bien le football, Lidl, Financial Times, toutes ces grandes plateformes-là utilisent Ibexa. Alors, Ibexa, et je termine sur cette slide-là, vous voyez, en fait, c'est tout un ensemble de briques et de composants. Souvent, quand on veut mettre en œuvre sa transformation digitale, le problème, c'est qu'on doit intégrer plein de technologies différentes. Et vous savez à quel point le digital, aujourd'hui, est devenu gourmand en termes de technologie. Nous, notre plateforme, en fait, on utilise la plateforme pour créer son site, et puis après, on a besoin d'une autre plateforme quelque part pour aller en ligne. Non, ici, c'est la même plateforme, et on va vous expliquer un petit peu tout ça. Voilà rapidement pour la présentation d'Ibexa. Alors, rentrons dans le vif du sujet, parlons du B2B. On est dans l'univers du B2B et le B2B évolue à une vitesse incroyable. Et alors, c'est rigolo de parler et de faire cette conférence sur le B2B parce que moi, je travaille depuis 20 ans dans le digital. J'ai commencé au sein de La Voix du Nord, la presse régionale, il y a à peu près 20 ans. Le premier site qu'on a lancé, je me souviens, c'était La Voix des Sports. Après 3 mois de lancement et 1 million de financement, 8 utilisateurs, 8 clients. Alors ça, c'était la presse il y a 20 ans, ça a beaucoup évolué. Mais si je donne cet exemple-là, c'est parce qu'en fait, la maturité du B2C, elle s'est construite sur 20 ans, 25 ans. Mon ancienne boîte, on avait fait le premier site de Crédit Lyonnais LCL, 1996, premier site bancaire. Et là, vous vous retrouvez quelque part 25, 30 ans après, et vous avez des entreprises du B2B qui sont des entreprises incroyables, qui démarrent juste leur digitalisation. Et on ne peut pas aller directement sur l'e-commerce, ça serait trop violent. C'est pour ça qu'on est là aussi avec Roland pour vous expliquer, faire un retour d'expérience de quelles sont les bonnes pratiques en termes de digitalisation pour les entreprises du B2B.
Alors, le B2C, c'est un marché incroyable. On en est tous consommateurs. Vous le voyez ici, à peu près, vous voyez la taille en tout cas de ce marché-là et de ce que ça représente en ligne, c'est incroyable. Pourtant, ce qu'on sous-estime souvent, c'est que le B2B, c'est un marché bien plus important. Et là, ici, on est sur un salon, on fait du B2B, on est tous contents de se rencontrer. Mais en fait, combien d'entreprises ici sont intervenues pour créer, par exemple, ce lieu ou même cet événement? Des centaines. Le marché du B2B, c'est un marché incroyable. Alors, c'est un marché incroyable pour les entreprises du B2B qui évoluent dans le B2B, mais ça peut être aussi des opportunités incroyables pour les entreprises du B2C qui sont digitalisées, qui ont cet avantage de la digitalisation et qui peuvent aller attaquer un nouveau marché qui est peut-être 4 fois, 5 fois plus gros. Alors vous voyez, la croissance du B2B, elle est quasiment de 20%. Donc en fait, on est sur une traction d'un marché qui est énorme et qui est colossal. Pour autant, se digitaliser, c'est hyper complet, hyper compliqué en B2B. Pourquoi? Déjà, la nouvelle donne, c'est que les acheteurs du B2B, ce sont nous, les nouvelles quelque part générations, qui aussi consomment en B2C, qui ont des attentes différentes. Et donc là, vous voyez par exemple cette première statistique, 80% des acheteurs en B2B sont prêts à changer de fournisseur si l'autre fournisseur propose une meilleure expérience digitale en ligne. Ça, c'est nouveau. Avant, vous savez bien, on faisait des deals en B2B quasiment sur un terrain de golf, c'était la représentation. Ça a changé. Maintenant, les acheteurs B2B veulent quelque part des outils et des accès à la digitalisation. Et la deuxième statistique, j'insiste dessus, les acheteurs en B2B ne sont plus les mêmes. Gartner le dit, aujourd'hui, quasiment 50% des acheteurs en B2B ne veulent plus du tout d'avoir d'interaction avec des commerciaux. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on le fait en B2C, quand on veut s'intéresser à un produit, comme par exemple la DXP d'Ibexa, eh ben on veut avoir des accès à l'information, on veut tester par nous-mêmes. Et peut-être qu'à la fin, on va être en contact avec des vendeurs. Ça, c'est la nouvelle donne. Et donc, vous voyez à quel point le B2B évolue. Et pour autant, en parallèle de ça, évoluer en B2B, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, il y a quasiment 50% des vendeurs du B2B qui ne sont pas capables de présenter leurs produits en ligne. C'est ce que j'appelle les produits complexes. Et peut-être ici, dans cette salle, il y a des gens qui commercialisent des produits complexes. Quand vous êtes Airbus et que vous commercialisez un réacteur, vous comprenez bien que ce n'est pas comme commercialiser un stylo en ligne. Et donc, commercialiser ou présenter simplement ces produits, 43% des entreprises de B2B ne sont pas capables de le faire. Alors imaginez vendre en ligne. En B2B, le cycle est complexe. Regardez la représentation du cycle de vente selon Gartner. Hyper complexe. En B2C, je veux m'acheter un jean, je rentre chez moi, je lance, je vais sur le site internet, je décide tout seul, j'achète mon jean, en 5 minutes c'est fait. En B2B, les cycles de vente, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, et ils sont extrêmement compliqués. Oui, j'aimerais d'ailleurs ajouter, si tu m'y autorises, une statistique que j'avais trouvée particulièrement intéressante et frappante. C'est une étude qui a été menée par un think tank B2B qui est très connu, qui s'appelle Cyrus Decisions. Et ils avaient mené un certain nombre d'études et qui avaient fait ressortir le chiffre suivant et qui aujourd'hui concerne toutes les entreprises en B2B. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la nouvelle typologie d'acheteurs B2B parachève par lui-même et par ses propres moyens environ 60% du processus lié à la décision d'achat. Ça veut dire que finalement, lorsque la première interaction intervient avec un commercial ou une autre composante du dispositif commercial d'une entreprise, on a face à nous un acheteur potentiel qui est déjà très éduqué à la fois sur le marché, sur vos produits, qui a bien compris la concurrence, qui connaît vos lignes de force et également les sujets sur lesquels il va pouvoir vous interpeller. Donc il faut bien prendre en compte le phénomène d'autonomisation très forte qui caractérise aujourd'hui l'acheteur B2B. Et donc ça veut dire qu'il faut être en ligne, capable de présenter à minima ses produits et d'aller plus loin. Une statistique simplement pour parler de l'expérience digitale. Quand on parle de Ibexa et une plateforme d'expérience digitale, c'est que l'expérience en ligne, elle est clé. Et vous avez de cette statistique ici, 41% des entreprises du B2B qui font attention à leur expérience digitale vendent plus, font plus de croissance. Ça, c'est extrêmement important. Encore une fois, nous, en tant qu'acheteurs B2B, on est aussi consommateur B2C. On utilise Google, etc. Donc en fait, on a des attentes en termes de digital qui sont importantes. Et donc quand on va voir son fournisseur B2B et qu'on a une expérience en ligne qui est ratée, quand on a une expérience qui n'est pas au niveau de ce qu'on attend, eh ben on change de fournisseur. Et ça, Roland,
la notion d'expérience en ligne, c'est quelque chose de particulièrement important. Oui, alors là, on s'est amusé effectivement à mettre en scène un visuel qui en fait doit permettre de tordre le cou à plusieurs mythes lorsqu'on parle aujourd'hui de B2B. Et en fait, cette question-là, on peut l'aborder de deux façons. Il y a bien évidemment le fait de l'aborder du point de vue de la communication et de la marque. On a eu toujours et très souvent tendance à voir les marques B2B comme des marques moins attractives, plus froides, moins dans l'innovation, moins sensibles à la prise de risque, notamment sur le sujet de la communication. Et enfin, lorsqu'on parle de la fin du dénuement, c'est sur la question relative à l'outillage technologique. Donc tout le propos qui a été développé par Grégory depuis le début de cette présentation tend à démontrer cette volonté assez forte des entreprises B2B de rattraper leur retard sur le sujet technologique, et on sera amené à le voir un peu plus en détail tout au long de la présentation. Mais aujourd'hui, nous ne nous y trompons pas, et au travers des exemples que nous allons être amenés à démontrer dans le cadre de cette présentation, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a un véritable phénomène de modernité et de volonté de s'emparer de cette modernité de la part des entreprises B2B, notamment sur le plan de l'image, de l'identité, de la prise de parole, et qui devient une dimension de plus en plus importante pour aujourd'hui expliquer l'attractivité d'une marque B2B. Donc on est vraiment, et je pense qu'il faut s'en féliciter, vers ce phénomène où les entreprises B2B avaient un peu tendance à être complexées par rapport aux entreprises B2C. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, en termes de créativité, de branding, mais également de vision expérientielle, on peut tout à fait être innovant et en pointe lorsqu'on est une entreprise B2B, à condition bien évidemment de se poser les bonnes questions et de consentir également un peu à une prise de risque. Alors, là encore, hein, Grégory l'a dit, ça fait déjà plusieurs années que les entreprises B2B sont sous pression parce qu'il y a cette espèce d'injonction permanente à devoir développer l'expérience client, donc elles en ont bien conscience. Après, il y a des questions un peu plus métaphysiques à se poser sur la façon d'aborder cette question. Par quoi on démarre, comment on démarre, est-ce que la culture de l'entreprise et l'organisation sont prêtes et sont alignées pour envisager le changement. Donc on voit qu'aujourd'hui, c'est une problématique qui est multidimensionnelle. Et finalement, notre conviction, c'est qu'en 2023, il y a deux façons d'aborder ce type de transformation. Soit on reste très auto-centré sur ses propres KPI en regardant uniquement ce qui caractérise son environnement interne et en faisant abstraction de tendances structurantes telles qu'elles peuvent aujourd'hui se produire sur le marché. Donc c'est une approche qui va être centrée sur la productivité, les coûts commerciaux, le taux de conversion, le ROI, la logique d'attribution. Donc tout ceci est sans doute très important, mais ne suffit plus. Pourquoi ? Parce qu'il ne vous a sans doute pas échappé qu'aujourd'hui, et on le vit, on l'expérimente chaque jour dans nos entreprises, on vit dans un contexte qui impose un changement de mindset et un changement de philosophie et de paradigme assez fort. Pourquoi ? Parce que, et là, je vais poser effectivement deux acronymes, puisque vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde de la transformation digitale, notamment dans le monde du marketing digital, il y a une foultitude d'acronymes, donc vous me pardonnerez par avance de contribuer à rajouter à ce phénomène-là. Donc pour moi, il y a deux acronymes qui aujourd'hui se confrontent et qui viennent caractériser ce nouvel environnement. Le premier, c'est VUCA. VUCA pour volatilité, incertitude, complexité, pour ne pas dire hyper-complexité, et ambiguïté. Ce phénomène-là, aujourd'hui, il a été sans doute exacerbé depuis la crise sanitaire que l'on a connue, et avec également une succession de crises, que ce soit des crises géopolitiques, des crises de confiance, par rapport notamment aux engagements RSE ou des engagements des entreprises autour du développement durable. Et enfin, il faut accepter qu'aujourd'hui, il n'y a plus de certitude. On n'est plus du tout capable de penser des logiques de planification à 5 ans comme c'était le cas avant. Aujourd'hui, le marché, il y a des ruptures qui vont extrêmement vite et qui fait qu'on a un phénomène d'hypervolatilité. Le second, et qui vient caractériser des réalités humaines de plus en plus fortes, c'est qu'il faut en finir avec la persona d'un acheteur B2B très froid, uniquement centré sur le rationnel et qui ne prendrait que des décisions centrées sur le rationnel. Aujourd'hui, avec ce phénomène quelque part d'estompement entre la sphère privée, la sphère professionnelle, cette transition démographique aussi qui fait qu'on a un rajeunissement des populations avec lesquelles nous sommes amenés à interagir dans un cadre B2B, fait que finalement, on a en face de nous des audiences, des populations qui vivent pleinement et qui revendiquent ce phénomène d'estompement des frontières. Donc c'est des gens qui attendent de votre entreprise à la fois des engagements
très fort sur la transparence, la sustainability, le développement durable. C'est des gens qui normalement devraient être en capacité de vous challenger sur les outils technologiques que vous allez leur mettre à disposition, puisque la plupart sont ce qu'on appelle des tech natives. C'est des gens qui revendiquent également au travers des décisions qu'ils vont être amenés à prendre dans le cadre de leur agenda professionnel, d'avoir également quelque chose qui va leur permettre d'avoir un meilleur rayonnement en termes de personal branding. Il suffit de voir par exemple aujourd'hui comment a évolué les codes sur LinkedIn pour s'apercevoir qu'effectivement on souhaite aujourd'hui avoir un rayonnement à la fois en tant que professionnel mais également en tant qu'individu. Et enfin, là aussi, c'est peut-être un schisme un peu plus anglo-saxon. Beaucoup aujourd'hui revendiquent une position d'activiste au sein de leur entreprise. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les entreprises B2B se positionnent sur des terrains presque politiques, sur des terrains sociétés très forts. Et c'est notamment à l'aune de ces critères-là qu'ils sont amenés à redéfinir leur politique d'achat. Un autre défi aujourd'hui qui vient caractériser le B2B, c'est que malheureusement, heureusement, le B2B, c'est pas que le CAC 40. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec pas mal de clients qui aujourd'hui doivent travailler avec ce qu'on appelle le diffus, c'est-à-dire les millions de TPE qui aujourd'hui caractérisent le tissu économique français et qui fait que l'on doit finalement repenser des stratégies en termes d'activation marketing. Et d'ailleurs, moi j'aime bien prendre un petit peu un extrême qui consiste à dire finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas pour toute cette foultitude et cette masse de TPE, imaginer un modèle où on va commencer à snapchatiser la relation. Et typiquement, c'est des réflexions, voire des réalités que l'on peut voir aujourd'hui dans certains secteurs d'activité et qui fait que lorsqu'on parle d'adoption d'outils technologiques, on ne peut pas penser ces outils uniquement que à travers du prisme B2B, mais on doit également intégrer l'influence que les applications grand public ont aujourd'hui sur notre façon d'utiliser la technologie. Donc voilà, ne pas oublier, c'est quelque chose sur lequel vous êtes peut-être concerné, comment on gère aujourd'hui cette extrémité du spectre entre le fait de faire de l'account-based marketing sur les grandes cibles stratégiques, les grands donneurs d'ordre, ceux qui vont caractériser le CAC 40 et le SBF 120, tout en réussissant également à avoir une pénétration, une part de marché, une fréquence de prise de parole et une connaissance client sur un marché qui lui est beaucoup plus éclaté, beaucoup plus diffus et hyper diversifié. Voilà, là je reviens également sur les quelques exemples que l'on peut voir sur des acteurs grand public qui ont développé des offres sur le business et qui, encore une fois, contribuent à remettre l'emphase sur cette problématique d'estompement de la frontière entre sphère privée et sphère professionnelle et qui a été bien évidemment exacerbée au travers de ce que nous avions vécu avec la crise sanitaire. Alors si on devait résumer aujourd'hui les enjeux de compétitivité tels qu'on peut les voir au travers de l'expérience client pour les entreprises B2B, donc il y a plusieurs fondamentaux, il y a plusieurs composantes et je vais être amené à les commenter. Il y a la marque, ce qu'est la raison d'être de la marque. Je pense qu'aujourd'hui c'est un vrai problème si vous faites l'économie ou l'impasse de vous poser cette question. Vraiment, sincèrement. Donc je pense qu'aujourd'hui, même si parfois on a l'impression d'offrir ou d'être sur des produits qui ne sont pas impliquants, il faut malgré tout se poser cette question parce qu'aujourd'hui la marque est tellement exposée que vous ne pourrez pas échapper effectivement à des consommateurs ou des clients qui eux vont se poser cette question à votre place. Donc le territoire de communication, les promesses qui deviennent des attributs extrêmement tangibles pour la marque. Comment on devient une marque B2B expérientielle? L'idée c'est de dire, aujourd'hui on voit l'influence très forte des marques expérientielles grand public, la façon dont elles ont redéfini nos standards en termes d'attente. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à projeter les mêmes standards en termes de niveau d'attente vis-à-vis des entreprises B2B. Donc il faut également se poser la question pour être cette marque qui va offrir une expérience personnalisée, mais surtout avec cette question et cette dimension essentielle qui est celle de la pertinence. Le B2B s'accompagne également aujourd'hui d'un phénomène de diversification et les marketplaces sont plutôt bien placés, sont je crois le vecteur ou le marqueur de ce phénomène de diversification. Et d'ailleurs là-dessus, Ibexa accompagne des clients dans la réflexion, le cadrage et la mise en œuvre de projets autour de marketplaces qui sont d'ailleurs des très gros pourvoyeurs en termes de volume d'affaires. Et enfin, bien évidemment, comment adapter sa stratégie des moyens technologiques et opérationnels en cohérence avec ses ressources. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous êtes sans doute dans des
environnements sous contrainte sur lesquels effectivement vous avez des challenges extrêmement forts parce que d'une part vous avez ce qu'on appelle un legacy en termes de système informatique avec lequel il faut composer, qui avance à sa vitesse, sur lesquels les enjeux de modernisation sont parfois complexes, et en même temps vous n'avez peut-être pas non plus toujours la possibilité de recruter les bons profils, les bonnes compétences pour opérer sur des sujets un peu complexes tels que ceux liés à la data. Donc, la marque, là aussi, je ne vais pas forcément tout commenter. En tout cas, il y a une étude qui a été faite et qui démontre qu'aujourd'hui, 50% des acheteurs sont beaucoup plus enclins à s'engager avec vous à partir du moment où vous êtes capable de susciter un facteur émotionnel. Donc, encore une fois, on n'est pas sur un débat anecdotique, ça commence à devenir une vraie réalité dans les facteurs clés en matière d'engagement. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a des campagnes plutôt sympas qui sont sorties récemment et qui reprennent ces codes autour de la communication grand public. Et notre rôle, nous, en tant que SQLI Expérience et Design, c'est justement de vous accompagner dans le fait de mieux définir ce que va être votre raison d'être et la façon dont elle va se traduire en termes de territoire de communication et de promesses expérientielles. Le B2B, on l'a dit tout à l'heure, s'accompagne d'un phénomène de foisonnement technologique, donc les sales tech aujourd'hui, donc tout ce qui va permettre de pouvoir mieux outiller votre force de vente est clairement concerné par ce phénomène d'expansion technologique et qui fait que depuis ces 5 dernières années, ce secteur d'activité, ou du moins ce segment technologique, a cru d'environ 200%. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le marché a pris conscience de la nécessité de beaucoup mieux outiller les équipes commerciales pour pouvoir répondre aux enjeux et aux exigences d'un acheteur B2B qui, lui, est toujours plus agile, toujours plus volatile et toujours plus sensible à la technologie. Alors, moi, pour conclure effectivement mon propos, et je vais revenir un petit peu à la quintessence de ce qui vient caractériser notre métier, même si depuis le début, on a mis énormément d'emphase sur le facteur lié à la technologie, dans les faits, et malgré tout ce qui peut aujourd'hui caractériser les tendances en termes d'évolution, notre conviction est que finalement, B2B, B2C, on en revient aujourd'hui sur un schéma où l'humain continue d'occuper une place centrale. Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit le monde qui est présent sur ce salon, alors que voilà, qui est une vraie surprise, ça démontre encore ce besoin et cet appétit pour les interactions. Je crois que j'en ai fini pour ma partie. Oui, merci Roland. Alors vous comprenez que Ibexa DXP, nous on est une solution, et en fait une solution, elle peut faire partie des meilleures solutions du marché si vous n'avez pas des partenaires pour l'intégrer, pour vous conseiller. Vous savez comment ça fonctionne. C'est pour ça que je suis content d'avoir Roland à mes côtés pour qu'il puisse vous donner comme ça un petit peu de hauteur sur le marché du B2B, parce qu'il y a ce qui est là en ce moment nécessaire à transformer, et puis il y a aussi les tendances d'avenir, et c'est pour ça merci un petit peu de nous avoir donné un éclairage. Alors on va revenir un petit peu sur du concret aussi, pour vous donner un peu des retours d'expérience avec Roland sur une méthodologie pour vraiment vous transformer sur la partie B2B. Déjà, une chose importante de comprendre, je l'ai parlé tout à l'heure, c'est la notion de produit complexe. En B2B, il y a 20% à peu près des entreprises qui vendent des produits simples. Ça, c'est un produit simple. Et vous avez 80% des entreprises qui vendent des produits complexes. Il faut savoir déjà dans quelle catégorie vous êtes. Parce que quand on a des produits complexes, c'est pas si facile que de mettre une boutique en ligne et d'espérer, en fait, avec un produit qui coûte 100 000 € ou bien il y a 1000 options possibles. Cette imprimante-là, on ne sait même pas si, par exemple, dans votre entrepôt, si le sol est capable de porter le poids de cette... Imaginez, la notion de produit complexe, c'est la première chose qu'il faut savoir pour vous lancer dans cette digitalisation. Est-ce que je peux donner un exemple que j'ai eu l'occasion de vivre avec le motoriste Rolls-Royce, donc sur la partie aviation. Donc il faut savoir que lorsqu'un commercial fait une proposition pour vendre un moteur d'avion Rolls-Royce, il doit manipuler à peu près 80 onglets Excel pour sortir un prix. Voilà. Donc quand vous n'avez pas la technologie qui permet de progicialiser ces processus de configuration, c'est quand même très complexe. Ça veut dire que vous êtes condamné à œuvrer indéfiniment sur Excel et donc à augmenter le risque d'erreur manuelle. Exactement. Et donc la notion de prix, le vendeur aura toujours sa place. Par contre, la partie en amont d'expérience pour valoriser le produit, elle est d'autant plus importante. Alors chaque entreprise est différente, chaque stratégie doit l'être. Ici, par exemple, un extrait de notre méthodologie. Vous voyez ce graphe, en fait, il y a deux axes. En bas, vous avez la complexité du produit.
Et vous avez en hauteur, en fait, le leadership de la marque. On en parlait avec Roland tout à l'heure, même dans le B2B, la marque est essentielle. Quand vous avez une marque qui vend des produits complexes, comme par exemple ici, et ben, quand vous êtes sur des produits complexes, il faut valoriser le branding, il faut valoriser l'expérience de produit, valoriser vos produits, vos caractéristiques, et vous devez aller sur ce qu'on appelle du portail en ligne pour servir vos clients. Et par contre, si vous avez des produits simples, allez directement peut-être sur de la marketplace, allez sur de l'e-commerce. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que la nature de vos produits doit quelque part vous orienter sur votre stratégie digitale en B2B. Alors, chaque stratégie est différente. Regardez par exemple ce chiffre ici. D'après vous, combien de projets de transformation digitale échouent? C'est une statistique d'Harvard. Harvard a fait la synthèse de toutes les études qui existent sur le sujet. Alors, jouons ensemble. Qu'est-ce qui pense que c'est 36%? Allez-y. Qu'est-ce qui pense que c'est 62%? Ah, pas mal. Eh bien, la bonne réponse, c'est 88%. Alors, le terme est un peu ambigu quand on dit échouer, c'est-à-dire que ça n'a pas atteint les objectifs. Mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, quand vous lancez dans un projet de transformation digitale, vous avez des étapes. Et dans l'étude d'Harvard, elle dit quoi? Elle dit que 88% des projets de transformation digitale échouent à atteindre les objectifs. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, le marché du B2C a mis 25 ans à comprendre comment se digitaliser. Le marché du B2B ne peut pas le faire en 6 mois. Il faut respecter les étapes et ça, Roland, c'est essentiel. Oui, alors nous, ce que l'on observe, et encore une fois, on n'a pas la prétention de dire que ce que l'on met en œuvre en termes de projets sont une vérité universelle, mais néanmoins, on voit qu'il y a une tendance assez forte qui est plutôt appréciée sur les portails très personnalisés qui vont permettre effectivement d'offrir de larges fonctionnalités en termes de self-care et qui vont participer effectivement à l'autonomie, que ce soit l'acheteur, l'influenceur, l'utilisateur, le prescripteur qui va interagir avec une marque. Et voilà, aujourd'hui, on voit qu'aujourd'hui, on a un tas de leviers pour penser et construire des portails acheteurs, vendeurs, voilà, dans le cadre d'une relation qui vont permettre effectivement de faciliter l'accès aux produits, notamment sur des produits complexes sur lesquels on a besoin de documentation, qui va permettre également de développer des nouveaux formats tels que la vidéo, les tutoriels, tout ce qui va permettre en fait de simplifier, d'accélérer et de rendre beaucoup plus agile l'accès à la documentation produit. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup chez Ibexa, dans Ibexa DXP, vous avez qu'une brique e-commerce. Beaucoup de clients viennent nous voir, ou de prospects, en disant « je veux activer, je veux avoir une boutique en ligne ». Mais attention, il faut savoir si on est dans la bonne étape et si la brique e-commerce, elle fait sens. Pour peut-être 80%, le portail en ligne pour servir ses clients actuels et pour faire du reordering est peut-être plus pertinent. En tout cas, vous voyez cette méthodologie, vous pouvez la télécharger sur Ibexa, sur ibexa.co. Vous avez la première étape, c'est le branding, avoir un site qui est en ligne. Le comportement classique d'un acheteur, même en B2B, il voit votre produit, il va aller rechercher votre marque en ligne. Si votre marque n'existe pas en ligne, si votre site n'est pas représentatif de la qualité de vos produits, vous perdez des points. La deuxième étape, c'est le catalogue produit. Valorisez vos produits en ligne, valoriser vos caractéristiques, c'est essentiel. Notamment parce que de plus en plus d'acheteurs vont directement faire cette étape d'awareness, de recherche de solutions en ligne. Après arrive l'étape de portail. L'étape de portail et savoir servir ses clients en priorité, c'est essentiel. Après, on peut aller sur la brique e-commerce et la brique e-commerce, elle va ouvrir des nouvelles possibilités et peut-être des nouveaux marchés. Alors, juste peut-être pour étayer ton propos, Grégory, donc on est sur des trajectoires qui reposent sur un certain nombre de prérequis, qui reposent sur le fait d'avoir peut-être réuni certaines conditions avant de passer à l'étape d'après. Nous, la façon dont nous venons compléter le travail et la fourniture de l'outil technologique Ibexa, c'est qu'on va aider nos clients à mener des protocoles de test. On ne peut pas se lancer en mode Big Bang. On peut avoir un certain nombre d'intuitions, on peut avoir un certain nombre d'hypothèses de travail, on peut avoir envie effectivement de mettre en œuvre une idée créative extrêmement vite, mais dans les faits, on est obligé de passer quand même par une démarche très rationnelle, très structurée en matière de tests, que ce soit des tests utilisateurs, du test and learn, enfin de l'A/B testing. Donc il y a tout un ensemble de modalités de test qui nous permettent effectivement d'accompagner pas à pas ce principe de trajectoire. Tout à fait, tout à fait. Alors quelques exemples. En France, par exemple, Essilor utilise par exemple Ibexa. Vous allez sur Essilor, vous allez regarder le site en ligne, etc. Derrière, c'est la technologie d'Ibexa. C'est un exemple, vous voyez ici, de valorisation d'une marque en ligne et d'un sérieux. Et donc, ils utilisent notre plateforme, par exemple,
sur la partie site web, branding, pour valoriser l'ensemble de leurs dispositifs. De l'habit, client manufacturing français aussi, très belle marque dans la binetterie. Eux, ils ont été plus loin, c'est-à-dire qu'ils utilisent Ibexa sur la valorisation de leur marque en ligne, mais aussi valorisation des produits. La totalité de leur catalogue est en ligne, la totalité des caractéristiques est en ligne, et ça, c'est important. C'est une première étape aussi sur la génération de leads, et ils en reçoivent pas mal en ligne. Vous avez un autre client français, Atlantique, qui utilise aussi notre plateforme. Atlantique, ils ont commencé sur ça. Ils avaient une galaxie de 30-50 sites. Ils ont tout rationalisé sur Ibexa DXP pour offrir une expérience de meilleure couture. Et donc là, sur Atlantique, vous avez à la fois la partie branding, valorisation de la marque, vous avez la présentation des produits, vous avez la présentation des caractéristiques, mais vous avez aussi des notions de portail où en fait on peut se connecter, on peut faire de la commande. Quand vous achetez une VMC pour les maisons par exemple, vous avez tous les ans quelque part besoin de filtres de matériel et ça peut faire des ventes additionnelles. C'est intéressant de ce point de vue-là. Et un autre exemple, toujours dans le B2B, Café Royal, qui utilise notre technologie aussi, où eux, ils ont été jusqu'à la partie e-commerce. Et là, on peut acheter tout un ensemble de produits complètement en ligne à travers, via Ibexa DXP. Donc là, vous voyez un petit peu, c'est quelques cas d'usage, mais en tout cas avec des maturités différentes et en fait étape par étape, parce que chaque entreprise est différente. Alors moi, ce que je retiens surtout de ces références, c'est qu'il faut vraiment revenir sur quelque chose qui est parfois tellement énorme qu'on a tendance à pas forcément en voir l'importance ou la criticité. Je vous parlais tout à l'heure de ce contexte VUCA. C'est que ce que rend possible aujourd'hui la technologie, c'est vraiment un nouveau rapport à la temporalité. C'est la façon dont on a réussi à accélérer, mais de façon massive. Là, je voyais par exemple comment on passait d'un mois entre l'expression de besoin, la mise en production à quelques minutes. Enfin, il faut bien comprendre les impacts que ça peut avoir en matière de stratégie de marché, de time to market, de capacité à tester, lancer des produits, à savoir si on se plante ou si on est dans la bonne direction très rapidement avant d'avoir grillé trop de budget, trop de ressources. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vient poser fondamentalement un nouveau rapport à la temporalité, à la façon de penser son budget et ses objectifs annuels et son portefeuille de projets. Et donc en France, on a un autre très beau client qui est justement piloté par SQLI qui s'appelle Autodistrib. Gros projet de transformation. Et là, si vous avez des questions, si vous voulez rentrer dans le détail, Roland juste après en tout cas pourra y répondre. Et c'est un cas d'exemple aussi vraiment très pertinent où en fait ils avaient toute une multitude en fait d'initiatives digitales et ils ont vraiment fait un projet de rationalisation qui est en cours. Et là, il y a énormément et beaucoup de choses qui ont été faites. Oui, alors ce qui est intéressant et au-delà du prisme technologique, autodistribution finalement s'inscrit dans une espèce de grande tendance et encore une fois c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours tendance à voir, mais aujourd'hui ce qui caractérise ce marché-là, c'est vraiment la logique d'écosystème. C'est-à-dire qu'on ne peut plus travailler tout seul dans son coin sur sa propre chaîne de valeur avec un marché qui s'est considérablement désintermédié, avec des nouveaux entrants, avec des gens qui vont vous aider à produire une partie des composants liés à votre produit ou à votre service. On est vraiment, ou qui vont vous aider dans la structure de distribution ou la stratégie de distribution. On est obligé de penser écosystème au sens large et l'intégration de cet écosystème se fait pas, je dirais qu'au niveau financier ou partenariat, elle se fait également grâce aux API d'un point de vue technologique. Et je pense que là-dessus, Ibexa, vous êtes aussi dans cette mouvance. On va en parler juste après. Alors si ça vous intéresse en tout cas, soit sur notre stand, soit ici, en tout cas, vous pouvez télécharger le livre blanc sur la méthodologie de transformation digitale du B2B. Hein, il suffit de scanner le QR code si ce n'est pas trop loin ici. Et en fait, vous avez accès au PDF. Et donc là, en fait, étape par étape, on vous explique, hein, notamment étape 2, valorisation des produits en ligne, mise en avant des produits, des caractéristiques. Ça vous permet de générer des landing pages, de lancer des campagnes, de capter du lead, etc. Donc vraiment, en tout cas, étape par étape, on vous explique dans ce livre blanc ce que nous, on considère comme un canevas. Bien sûr, chaque entreprise est différente, mais en tout cas, c'est un guideline. Ça peut vous aider, en tout cas, à transformer votre entreprise. Alors, je voulais juste terminer un petit peu cette conférence pour vous donner aussi des actions, peut-être, à prioriser, en tout cas en 2023, parce que le scope du digital est extrêmement large, et ça me semblait intéressant de donner des tendances, mais des tendances aussi peut-être un peu à court terme. Alors, on a fait un webinaire il y a pas longtemps, 250 participants, et la première question, c'était, selon vous, alors je précise, c'était des entreprises du B2B, selon vous, quel est le plus grand défi de la transformation digitale du B2B ?
Et là, vous voyez, hein, ce qui est ressorti le plus, manque de compétences informatiques. Et je pense qu'ici, en fait, vous en êtes tous conscients. Quand vous appliquez le RGPD, eh ben, si vous êtes sur plusieurs marchés, vous avez un RGPD appliqué en France, en Belgique, partout, c'est extrêmement compliqué. Et donc c'est vrai que le manque de compétences informatiques, ça peut être un frein quand même à sa digitalisation. Le deuxième, c'était le budget limité. Et le troisième, c'est le manque de temps. Manque de temps qui peut être associé peut-être au manque de compétences. On va revenir un petit peu sur ça. Et puis la deuxième question qui a été posée, c'est selon vous, quelle est la mesure de digitalisation la plus efficace ? Et là, vous voyez que ce qui ressort de plus, c'est la centralisation de la data. Et c'est vrai qu'on le sait depuis des années, c'est un enjeu colossal. Moi, ce que je constate, c'est que la notion de data, ça existe depuis très longtemps maintenant. Par contre, souvent, les projets de data ne sont pas connectés au digital, ne sont pas connectés au site web. Et donc, en fait, on collecte énormément de data, mais quelque part, la restitution, ou en tout cas la valeur ajoutée, elle n'est pas réelle sur le business. Tu n'es pas d'accord avec ça, Roland ? Alors, même s'il ne se voit pas beaucoup, j'ai quand même pas mal de cheveux blancs et j'ai eu la chance de connaître plusieurs vagues autour de ces enjeux, autour de la data. Il y a eu la vague des entrepôts de données, dit data warehouse, dans les années 90. Après, on a eu une seconde vague entre 2000 et 2010 qui était la fameuse vague du décisionnel. Et depuis ces dernières années, il y a toute la vague autour des data lakes, de la gestion des données non structurées et surtout la problématique de la gestion des données digitales et des données temps réel. Et tout ceci, effectivement, va plus vite que l'architecture des systèmes d'information. On parlait tout à l'heure du poids lié au legacy, de la difficulté à faire évoluer le système informatique. Mais aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, on n'a pas d'autre choix que de réinvestir sur les outils, les moyens et les compétences également autour de la gouvernance des données. Et donc ça, on ne va pas parler ici de CDP par exemple, hein, Customer Data Platform, mais on l'a par exemple intégré à notre brique Ibexa DXP. Pourquoi ? Parce que notre vision, en fait, c'est de se dire que digital est tellement complexe et un périmètre tellement important qu'en fait, il faut avoir une solution qui intègre déjà toutes ces briques pour les faire communiquer et quelque part en tirer le plus grand profit. Le deuxième sujet, c'est communication multichannel. Grand sujet quand même en B2B, notamment quand on sait que les clients peuvent utiliser en moyenne 11 channels différents, 11 canaux différents. Et ça, c'est un enjeu. D'ailleurs, Gartner, souvent, il y a une phrase assez culte, dit, en fait, en B2B, celui qui garantit en fait la centralisation des données, c'est le client. Alors, c'est rigolo, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire, vous êtes client B2B, vous recevez une newsletter, offre promotionnelle, super. Vous appelez votre commercial, vous lui dites, super, j'ai vu le produit en promotion, je veux le commander. Le commercial n'est pas au courant. Vous avez des silos, vous avez une rupture d'expérience. La notion de centralisation de data et de communication multichannel, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, vous voyez, quand vous regardez ces différents points, je voudrais insister sur deux sujets qui me semblent des sujets extrêmement importants en 2023. La plupart d'entre vous, peut-être, ont un niveau de maturité digitale. Vous êtes peut-être au début, étape 2, etc. Vous avez une possibilité peut-être d'accélérer. Peut-être qu'il faut accélérer en 2023 différemment de ce qu'on a fait en 2022. Quand, par exemple, on parle de paysages informatiques complexes, il faut peut-être préférer les solutions modulaires, c'est-à-dire une solution qui vous offre en fait des perspectives à long terme, mais des solutions que vous pouvez activer de façon modulaire quelque part pour accélérer votre transformation digitale. C'est pas possible d'espérer qu'en 3 mois en fait on peut avoir la totalité, un PIM, un site web, un CMS, une plateforme e-commerce, etc. Le deuxième sujet, quand on parle de manque de compétences informatiques, la tendance pour moi, c'est la tendance du low-code, du no-code. Il faut faire en sorte que les services marketing puissent travailler sans les services informatiques. Et je sais, parce que quand on en discute avec Roland, votre boulot chez, par exemple, SQLite, quand vous intégrez des projets, c'est de faire en sorte que les gens soient autonomes aussi dans la façon d'utiliser et de développer quelque part après leurs expériences en ligne. Oui, non, absolument. C'est une tendance lourde que de pouvoir effectivement limiter la dépendance à l'IT qui aujourd'hui doit également se recentrer sur d'autres enjeux. Je pense notamment à la cybersécurité, je pense notamment au DevOps. Donc il faut que les utilisateurs métiers, eux, soient le plus autonomes possible dans l'utilisation au quotidien qui va être faite de leurs applications. Et donc le drag and drop, vous allez sur Ibexa, vous créez une landing page, drag and drop, pas d'utilisation technique. Manque de temps. Le sujet de l'automatisation, c'est un sujet essentiel. Et puis le dernier point, on en a parlé tout à l'heure, centralisation de la data, CDP, c'est essentiel. La différence entre la CDP et les autres projets ou les autres acronymes autour de la data, c'est que la CDP est connectée au digital et en fait on peut en tirer profit directement dans les expériences en ligne. J'insiste et je termine sur 2 exemples. Quand je parle d'automatiser, vous voyez un exemple de ce qui se fait sur le marché,
Ça, c'est ce qui est dans notre plateforme Ibexa. C'est-à-dire qu'en drag and drop, vous pouvez connecter plusieurs services entre eux. Vous êtes dans le marketing, par exemple, vous venez de publier un article, et automatiquement, par exemple, vous envoyez cet article, par exemple, sur Twitter, sur LinkedIn, etc. Vous avez tout fait automatiser, vous n'avez rien fait. Là, ici, c'est un autre exemple d'automatisation. Il y a eu une landing page sur Ibexa, un formulaire qui a été fait. Automatiquement, le formulaire, il est envoyé à Salesforce pour être enregistré dans le CRM. Là où, de temps en temps, en fait, c'était fait manuellement. Les meilleurs outils d'automatisation en 2023 vous permettent de faire tout ça en drag and drop, sans compétences techniques. Ça vous fait gagner un temps fou. La dernière fois, j'ai un client qui me dit, quand en fait, on crée des nouvelles pages, par exemple, sur Ibexa, et ben, en fait, il faut que je prévienne mes collègues pour qu'ils organisent la traduction. Mais aujourd'hui, en fait, vous utilisez Ibexa Connect comme ici. Automatiquement, en fait, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a une page qui est modifiée, automatiquement, on va remplir un fichier Excel, par exemple, si vous travaillez sur Excel, pour dire, ben voilà, toutes les pages à traduire. Vous êtes sur Slack, on envoie un message sur Slack. Vous pouvez automatiser. Une tendance 2023 pour les B2B, c'est de travailler directement sur l'automatisation. Et puis après, on parlait de gain de temps. Je termine sur ce petit exemple-là. Ibexa, c'est une plateforme modulaire où, en fait, sur lesquelles on peut développer, on peut rajouter des services. Et on a, par exemple, ici, je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran, on a intégré ChatGPT. Vous en avez tous entendu parler. Et après tout, en fait, on écrit des tas d'articles tous les jours. Et bien là, par exemple, je demande c'est qui Ibexa DXP. Je demande à ChatGPT, automatiquement, il m'écrit mon article. Et là, je suis en train, directement dans l'outil, en fait, de créer des articles avec une aide ChatGPT. Personnellement, je ne pense pas qu'il va m'écrire toutes mes pages, mais par contre, ça peut être utile. Ce que je veux mettre en avant ici, et ce que je veux mettre aussi en avant dans cette deuxième vidéo sur les illustrations, c'est que la capacité quand même à utiliser des services tiers, elle peut être réelle. Et donc, en fait, on peut automatiser en 2023 des choses. On peut automatiser aussi via des outils d'IA. On l'utilise aussi en termes de personnalisation. Et ça, je pense que c'est une tendance de fond quand même pour les entreprises du B2B. Alors, tu m'en voudras pas si je te dis que nous, on a gardé des rédacteurs qui rédigent encore. Non, bah, effectivement, après, bien évidemment, il ne s'agit absolument pas d'être dogmatique. Il y a un équilibre à trouver. C'est vrai qu'il y a des contenus aujourd'hui qui, en termes de commodité, peuvent être externalisés et confiés à une IA, comme ChatGPT. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on a mené des expérimentations et c'est des choses qui fonctionnent bien. Après, bien évidemment, on a aussi besoin d'une sensibilité un peu différente lorsqu'il s'agit de formaliser peut-être des messages à plus fort impact ou plus fort valeur ajoutée. Mais dans tous les cas, bien évidemment, dans ces principes de productivité grâce et au travers de l'automatisation, c'est un cas d'usage qui est tout à fait intéressant. Et en tout cas, ce qui est certain chez nous, c'est qu'on défend cette idée, comme l'a dit Roland, c'est que les vendeurs ont toujours une place. Mais par contre, les acheteurs B2B ont changé leur comportement. Il faut pouvoir les servir en ligne avec des contenus, avec une expérience en ligne, avec des caractéristiques produits. Et le vendeur, oui, peut-être il est un peu plus consultant sur un fin de cycle, mais en tout cas, le vendeur et l'humain a toujours sa place. Et c'est vrai que quand on arrive à conjuguer les deux, gagner du temps avec l'automatisation, par exemple, ou peut-être avec des outils comme ChatGPT, et puis garder du temps quelque part pour la valeur ajoutée et servir ses clients, c'est sûrement ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà, merci pour votre temps. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. On est sur le stand D44, E45. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.